Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième édition. J'en suis sûr sera explosive, mais surtout exceptionnelle, avec la présence de tout un chacun. Mesdames et messieurs, merci de recevoir ici et maintenant celui qui assure la gestion et la direction de ce fonds d'investissement en la personne de Fabrice Zagbayou pour son bilan, son mot de bienvenue et les perspectives des années à venir. Merci de l'applaudir. Vous connaissez cette histoire, non? En 1976, il détenait 10% des actions Apple. Il les a vendues pour $800. Aujourd'hui, ça vaut 300 milliards de dollars. C'est-à-dire, il a troqué un besoin présent de 500 000 pour 300 milliards de dollars. Vous pensez que c'est un cas isolé? Non. À ses débuts, Airbnb vendait 10% pour 150 000 dollars. Ils ont envoyé des emails à des investisseurs. Ils ont repéré 7 fonds d'investissement et leur ont envoyé un email. Il y a 4 qui leur ont dit non, vous ne nous intéressez pas. Le reste, ils n'ont même pas répondu à l'email en fait. Aujourd'hui, les 10% valent 8 milliards de dollars. Pour avoir raté la bonne opportunité au bon moment, les personnes ont raté le point de se faire de l'argent. Tech early stage, c'est un virage à ne pas rater. Parce que c'est là qu'on se fait de l'argent. Quand l'entreprise est grande, qu'elle pèse plusieurs milliards, on fait moins d'argent en fait. Mais lorsque les entreprises sont encore à ce stade-là, lorsque les startups sont encore à ce stade, c'est là qu'il y a vraiment de la plus-value à se faire. Parce que quand on regarde dans nos pays, voilà ce qu'on constate. 80 à 90% des startups meurent avant 2 ans. Pourquoi on n'a pas ces exemples-là en fait, dans nos régions? Parce que 80% des startups n'arrivent pas à passer en série A. Il y a donc un problème. La personnalité d'une startup, là, son succès, là, se définit à ce stade-là, en fait, quand elle est encore early stage. Sinon, c'est facile quand elle est en série A ou en série B. Donc, le problème n'est pas tant le manque d'initiative. Le problème, c'est la structuration du capital et de l'exécution. Il y a 3 choses donc qui font que les startups aujourd'hui n'y arrivent pas. Absence de discipline niveau gouvernance, produits mal alignés avec le marché, le capital qui est mal structuré, mal utilisé. Voici les 3 raisons pour lesquelles les startups n'y arrivent pas. Il y a de belles idées, de très beaux produits, mais est-ce que c'est ce que le marché veut? Ensuite, le capital est mal utilisé. Le problème, c'est que beaucoup cherchent à scaler avant d'avoir appris à vendre. La priorité n'est donc pas la levée de fonds. La priorité, c'est la création de valeur. Et c'est ce diagnostic-là, c'est cette réflexion-là qui a mené à la venue de ABX Axel. On s'est dit, OK, ce que nous, on va faire, c'est de ne pas être un simple accélérateur, ce n'est pas être un simple incubateur, c'est de transformer des startups qui sont prometteuses, on vous le concède, en entreprises structurées, prêtes à scaler, prêtes à lever. Ce ne sont pas des paroles en l'air. On a analysé plus de 350 startups. On a accompagné 45 startups sur 2 cohortes. On a investi déjà dans 8 startups, dont 4 en syndicat. Ça veut dire que des partenaires ont accepté de nous faire confiance pour investir ensemble dans les startups. Il n'y a eu que 44 qui sont rentrés dans nos cohortes. Pourquoi? Screening stratégique, analyse de marché, analyse d'équipe, vérification terrain. L'idée pour nous, ce n'est pas de faire de la masse. Ça ne nous intéresse pas de faire de la masse. On veut être rigoureux. On est rigoureux. Nous privilégions les équipes capables d'exécuter, pas seulement de pitcher. À chaque start-up, on attribue un coach ou un mentor et des mentors en fonction des besoins. Si on sent que tu as un besoin au niveau de ton compliance, on va t'attribuer un expert compliance qui va t'accompagner pendant les 16 semaines. On va régler tes points compliance. Si c'est un point sur le marché, on va t'attribuer quelqu'un qui est expert en B2B, en produit, qui va travailler avec toi dessus. Une fois qu'on a fini les 16 semaines, on investit maintenant en partenariat avec ABX Capital dirigé par Chèque. On regarde quels sont les tickets qui soient adaptés à ce stade. Parce que je ne suis pas sûr de ta capacité à absorber ça. Vous savez, les startups, là, je le dis, je les attache toujours. En fait, eux, là, ils veulent l'argent, donc ils viennent te voir. Les gars, une simple idée, puis ils viennent. Donne-moi 10 millions de dollars pour mon idée. Pourquoi? En me basant sur quoi? Par rapport à quoi? Il faut que je regarde ta capacité à absorber, en fait, ce montant. Il y a beaucoup de startups qui ont levé des fonds. Et après, les boîtes ont fait faillite. On investit en equity parce qu'on veut être partenaire vraiment. Ce n'est pas de la dette. On investit par tranche conditionnée, comme j'ai dit. Ça nous permet, nous, de maximiser la probabilité de réussite et de limiter la dilution prématurée. Le but pour nous est la création de valeur. ABX Axel se positionne comme une structure qui arrive à prendre les startups et en faire des champions de demain, la création de valeur. Et c'est pour ça vraiment qu'on veut que vous nous fassiez confiance, vous les investisseurs. Et c'est pour ça vraiment qu'on veut que vous nous fassiez confiance, vous les start-upers. L'idée, c'est de faire quelque chose de mieux, quelque chose de différent, quelque chose de percutant, quelque chose de meilleur. Merci encore d'être venu pour le CEO Talk. Je crois qu'on a de belles choses à faire. Merci encore. Encore de chaleureux applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, le personnage est enfin avec nous. Vous le voyez certainement sur des podcasts, dans des magazines échos, à la télé,
il est avec nous. Un personnage qui a 40 ans d'années, 40 ans d'entrepreneuriat ouest-africain, qui est un magnat de l'hôtellerie, qui est le président fondateur du groupe Azalai Hotel, dont l'un de ces hôtels nous accueille à la faveur de cette deuxième édition du CEO Talk. Il est le président du Conseil national du patronat du Mali. Il est également président de la Fondation Azalai, une fondation qui a pour leitmotiv, qui a pour mantra l'accompagnement des jeunes entrepreneurs à travers des programmes comme Azalai Pitch, Azalai Angels, African Virtual Leadership Academy. Mesdames et messieurs, c'est un personnage qui aime coacher, conseiller, mentorer, mais aussi financer. Madame sourit, puisqu'on parle d'argent. Merci d'applaudir et d'accueillir chaleureusement une fois de plus Moussadek Bali. Encore bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être là. Personnellement, je me dis, comment est-ce qu'on se sent après 40 années à entreprendre? Bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs de ce CEO Talk. Très heureux d'être dans cette ville vibrante et en plein boom économique d'Abidjan. Alors, comment on se sent après 4 décennies de parcours entrepreneurial, un parcours qui est très difficile, très challenging, comme on dit. On a le sentiment d'avoir été utile. Le rôle essentiel d'une entreprise, c'est de créer de la valeur et de partager cette valeur. Et les premiers à profiter de cette valeur, ce sont les salariés de l'entreprise, mais aussi les États parce qu'on paye des impôts, les banques parce qu'on s'endette, les fournisseurs parce qu'on achète, et ainsi de suite. Disons que je me sens accompli. Monsieur le Président, je suis content d'entendre que vous avez accompli parce qu'effectivement, c'est un gros accomplissement. Quand 80% des entreprises meurent avant 2 ans et qu'on arrive à mettre en place une structure qui fait plus de 30 ans, c'est plus que simple accomplissement, je pense. On ne devient pas entrepreneur par mimétisme, par mode. L'entrepreneuriat, c'est un sacerdoce, c'est une vocation, c'est une passion. Et c'est peut-être ce qui explique que beaucoup échouent parce que avant de se lancer dans ce parcours, que certains pensent facile, parce que peut-être qu'ils voient des entrepreneurs à succès, alors qu'ils ne savent pas comment ces entrepreneurs sont arrivés à ce stade-là. C'est comme si moi, je me levais et je voulais être Zinedine Zidane. Et c'est pour ça que je dis toujours, notamment lorsque je fais mes séances de coaching, mentoring, je dis aux jeunes, faites d'abord votre introspection. Posez-vous les bonnes questions et essayez d'avoir les réponses à ces questions. Pourquoi je veux embrasser ce parcours entrepreneurial? Est-ce que je suis prêt à relever ces défis? Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est que vous franchissez un obstacle et le prochain se présente à vous. Donc, ce qui explique que 80% des entreprises meurent à l'âge de 2 ans, c'est d'abord le fondateur ou celui qui a eu la vision n'avait pas cette passion-là. Donc, il n'a pas fait son introspection. Et quand il a fait son introspection, il n'a peut-être pas eu sa vision. Où est-ce qu'il y a une demande qui n'est pas satisfaite ou mal satisfaite? Et lorsque vous avez la vision, il vous faut une stratégie pour développer cette vision, pour réaliser vos rêves. Nous, notre vision en 1993, quand on a créé la Société malienne de promotion hôtelière pour acheter le Grand Hôtel de Bamako, on était 4 actionnaires maliens. Notre vision était de créer une chaîne hôtelière panafricaine avec des capitaux africains et gérée par des compétences africaines. Et on voulait faire de l'hôtellerie aux standards internationaux, mais avec un ADN africain. Donc notre stratégie, c'était, on se fait des muscles, notamment financiers, au Mali pendant 10 ans. Et ensuite, on va sortir du Mali, mais on va rester dans l'UEMOA. La 3e étage de la fusée, c'était après d'aller sur la CEDEAO. Moi, jamais j'aurais pu créer le groupe Azalai sans les collaborateurs qui m'ont entouré dès le début. C'est ça qui explique que beaucoup d'entreprises échouent. Il y a aussi des facteurs exogènes, il faut le dire. Hein. Il faut être vraiment patient et résilient. Vous avez parlé de vision. Comment vous avez su que l'hôtellerie, c'était votre truc? Généralement, dans la région, l'hôtellerie est la chasse gardée de groupes occidentaux. Une des qualités essentielles d'un entrepreneur, c'est d'être opportuniste, voir où se trouvent les opportunités et de les saisir. Mais vous avez tellement raison, lorsqu'en 1994, après avoir signé la convention de cession du Grand Hôtel de Bamako à la Société malienne de promotion hôtelière, on était en train de faire les travaux de rénovation. Parce que c'est un hôtel qui avait besoin de rénovation.
Et à l'époque, j'avais signé une convention de prêt avec la SFI, qui est la filiale secteur privé de la Banque mondiale. Le temps qu'il décaisse, j'avais besoin d'un prêt relais, un bridge loan. Et j'ai fait appel à un banquier local, une banque malienne locale, qui était dirigée par un directeur général européen. Et il est venu visiter, il a dit « Ah, c'est très bien, Monsieur Bali, vous avez fait une belle acquisition. » Le Grand Hôtel de Bamako, c'est un monument classé. C'est un bâtiment classé, puisque construit entre 1952 et 1954, donc durant la colonisation française. Et c'était le tout premier hôtel de Bamako, où a dormi d'ailleurs le général de Gaulle. Et il a dit, c'est une très belle acquisition, mais l'hôtellerie, c'est pas fait pour vous, les Maliens, les Africains. J'ai dit, monsieur le banquier, je vous ai pas appelé pour me dire... Vous me donnez des conseils, effectivement. Pour me dire, c'est quoi ma vision? Je l'ai déjà, ma vision. Je sais pas de quoi. Si Dieu me prête vie et santé, je la mettrai en œuvre avec vous. Et j'ai besoin que vous me prêtiez 500 millions de francs CFA en attendant qu'AFC débourse, ou sans vous. Il est vrai que nous, on a été pionniers dans ce domaine-là, parce que lorsqu'on s'est lancé dans ça, il y avait très peu d'entrepreneurs africains qui s'intéressaient à ce secteur. De l'indépendance jusqu'au début des années 90, c'était les États qui construisaient les hôtels. Comment est-ce que je me suis retrouvé dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie? Alors d'abord, moi je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de commerçants, originaire du nord du Mali, un petit village qui s'appelle Arawan, en plein désert malien. Je suis né à Niamey parce que mon père justement a exercé son métier de commerçant. Et j'ai fait mes 3 premières années d'école au Niger. Et ensuite je suis allé au Mali, où je suis allé jusqu'au lycée technique de Bamako. On a eu une année où les écoles étaient fermées, il y avait des grèves et tout, donc j'ai passé mon bac à Marseille, en France. J'espère qu'il n'y a pas de supporters de PSG dans la salle. Allez l'OM. Ah, voilà, allez l'OM. Et ensuite, je suis allé faire une école de commerce aux États-Unis. Et quand je suis rentré, j'ai passé presque une dizaine d'années dans la société familiale à faire du négoce. Mais je ne me retrouvais pas dans cette activité de négoce. Intellectuellement, moralement, j'estimais que je n'avais pas un réel impact économique et social parce que acheter, vendre, certes, je gagnais bien ma vie, mais je n'avais pas l'impression d'être utile. Et je cherchais à me diversifier. Je recevais beaucoup de mes fournisseurs parce que je travaillais avec les grandes maisons de négoce installées à Paris, New York et Genève. Et ils venaient, bien sûr, nous rendre visite et nous vendre nos marchandises. Et se plaignaient de la qualité des hôtels. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Ce n'était pas du tout dans ma tête. J'ai dit, mais tiens, si mes partenaires se plaignent de la qualité des hôtels, il y a peut-être quelque chose à voir. Donc j'ai recruté un consultant, un retraité de Intercontinental Group, un Anglais qui est venu, on a fait une étude de marché qui a confirmé ce que moi je ressentais. Il y avait un besoin énorme de services hôteliers, mais il n'y avait pas d'hôtel de standing international. Et c'est comme ça que moi j'ai quitté la société familiale. Avec 3 amis, on a créé la SMPH. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme. Et me lancer dans une industrie à très très forte valeur ajoutée parce que depuis qu'on a créé cette société et qu'on s'est agrandi, on a créé plus de 4000 emplois directs et indirects et on a investi plus de 130 milliards de francs CFA dans nos infrastructures. 4000 emplois, 130 milliards. Je pense que ça s'applaudit. Voilà, donc si vous voulez vous lancer dans ce parcours, et toujours vos radars ouverts pour capter les opportunités. Vous avez dit quelque chose qui m'a plu. Vous avez dit, vous n'auriez pas bâti cela sans les collaborateurs que vous avez eus. Comment est-ce que vous arrivez à trouver ces bons collaborateurs-là? Comment ça se passe? C'est probablement l'activité la plus difficile pour un entrepreneur. La plus difficile, d'accord. Rien que ça. Absolument. Parce que vous pouvez acheter une machine et puis finalement elle n'est pas performante, vous la changez. Mais lorsque vous avez recruté un être humain et vous avez des préjugés favorables et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur de casting, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des moyens financiers de trouver une autre personne, de la former. Il faut être convaincu qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Toute réussite est d'abord et avant tout humaine. Ce groupe Azalai, dont on parle aujourd'hui, qui est présent dans 8 pays africains, 12 unités hôtelières, a commencé avec 12,5 millions de francs CFA. 12 millions. Oui. Nous avons créé la SMPH et ces 12,5 millions de francs CFA étaient logés à la Bank of Africa Mali et nous avons soumissionné.
La commission de dépouillement de l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel de Bamako n'arrivait pas à se mettre d'accord sur une clause. Ça tergiversait. Et le ministre des Finances de l'époque, Feu Soumaïla Cissé, paix à son âme, a appelé les 3 soumissionnaires en disant « Je déclare l'appel d'offres infructueux et celui qui m'apportera le prix fixé par l'État avec un chèque bancaire aura l'hôtel. Mais avec la condition, bien sûr, de garder la vocation de l'hôtel. Pas question d'acheter ce bâtiment, de transformer en boutique et tout cela, parce que chez nous au Mali, je suis sûr que si c'était ainsi là qu'il avait acheté, il aurait mis des boutiques, partout, parce que c'est ça leur métier. Et donc, du ministère des Finances, je suis allé directement à la Bank of Africa Mali, j'ai vu le PDG de l'époque, et je lui ai expliqué ce que je voulais faire et les raisons pour lesquelles je ne voulais plus continuer à travailler dans le négoce. Et il m'a dit, venez dans 2 heures. 2 heures après, j'avais un chèque de banque de 500 millions de francs CFA. Waouh! Alors que j'avais que 12 millions et demi sur mon compte bancaire. C'est pour aussi dire que le plus grand capital d'un entrepreneur, ce n'est pas son compte bancaire, c'est la perception des autres, la confiance qu'ils ont en vous, la confiance qu'ils ont en votre business plan. On a créé ça et après, tout le reste est venu des bénéfices réalisés, réinvestis. Dans le groupe Azalai, on distribue très peu de dividendes. Donc tout a été réinvesti, c'est ça qui a permis, avec 12 millions et demi de francs CFA, de bâtir un groupe qui pèse plus de 130 milliards de francs CFA aujourd'hui. Quand on a fait cela, il y avait un projet qui s'appelait AMSCO, Africa Management Services Company, qui était géré par la SFI et le PNUD. Ils m'ont aidé à recruter le tout premier directeur général, un excellent hôtelier, Bertrand Boyer. Et c'est eux qui ont recruté la première équipe. Et je dis toujours, le succès opérationnel du groupe est dû à ce premier recrutement. Et à partir de là, on peut dire que le départ a été excellent. Tous les succès entrepreneuriaux, absolument tous, sans exception, leur origine essentiellement proviennent d'une vision, d'un porteur de la vision et d'une équipe compétente. Monsieur le Président, bon, vous dites que vous êtes allé voir le PDG, vous discutez de la banque, vous discutez avec lui, et 2 heures après, votre chèque est sorti. Monsieur le Président, ça signifie que vous le connaissiez. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous constituer le carnet d'adresses qu'on vous connaît, qui permet à des interlocuteurs de vous recevoir et qui permet aux gens de vous faire des faveurs? Je dirais que c'est difficile de réussir sans la bonne réputation. Parce que quand vous avez la bonne réputation, le réseau vient. D'accord. Moi, quand je me suis adressé à ce PDG, Feu Bourema Silla, paix à son âme, oui, je le connaissais, parce que pendant 9 ans, lorsque je suis rentré des études, j'ai repris en main la société familiale, qui était gérée de façon très traditionnelle. Je l'ai modernisée, totalement modernisée, les process, les procédures, une comptabilité claire et tout. Et cela a fait que je respectais totalement tous mes engagements. Le respect de la parole donnée est primordial pour un entrepreneur. Et la vérité absolue est primordiale. Quand vous ne pouvez pas, allez-y voir ce auquel vous devez, en disant « j'ai des difficultés, je ne peux pas respecter telle échéance. J'aimerais que vous m'aidiez à le respecter en me donnant un délai plus long. » C'est ça qu'on a fait d'ailleurs lorsque cette catastrophe mondiale est arrivée et qui a arrêté notre industrie pendant 1 an, la pandémie à Covid-19. Donc, moi, je dis toujours, oui, développez le réseau, faites du networking, entretenez les personnes que vous connaissez, oui, qui peuvent vous aider, c'est clair, mais les personnes ne vous aideront que si elles savent que vous méritez d'être aidé. Applaudis, je pense que c'est quelque chose de vrai qu'on dit souvent. Monsieur le Président, tout à l'heure, je déjeunais avec votre conseiller et je lui disais que j'avais été présent ici à Azalai lors de la cérémonie de lancement de votre fondation, Angel, dans laquelle vous monitorez, coachez, aidez et accompagnez des jeunes brillants avec de belles idées. Donc moi, j'aimerais qu'on en parle un peu pour les derniers moments de notre talk. Mais comment est-ce que vous voyez votre apport pour la montée en capacité, en compétences des futurs capitaines d'industrie africains? Et deuxièmement, comment est-ce que vous arrivez à garder cette touche africaine sans verser dans l'occidentalisme exacerbé que font d'autres entrepreneurs? Alors, je vais commencer par la deuxième question.
Je dis à mes collaborateurs à Azalaï que si nous avons tenu tout ce temps-là, c'est justement parce que nous avons su nous différencier. Notre slogan, c'est « L'Afrique vous accueille ». Le nom de notre groupe, c'est Azalaï. Azalaï, ça veut dire la caravane de sel en langue tamashek. Moi-même, je suis en partie touareg. Si, mais surtout parce que ça symbolise le voyage, l'hospitalité, la résilience. Et c'est comme ça qu'on s'est développé avec cette marque. Et il y a 6-7 ans, on a lancé notre marque économique, donc des hôtels économiques. On en a 4 aujourd'hui, avec la marque Dunia. Dunia qui veut dire le monde. Donc dès le départ, nous savions qu'il n'y avait aucune chance pour nous de compétir contre des mastodontes. Le numéro 1 mondial, qui est le groupe Marriott, aujourd'hui, gère 15 000 hôtels. Ça aussi, c'est un enseignement que j'ai aux jeunes. Il faut choisir vos marchés, choisir vos niches. Donc ce qui nous différencie, et on insiste beaucoup là-dessus, c'est cet ADN africain. Donc que ce soit dans la gastronomie, dans le design, dans les tenues vestimentaires, dans l'accueil, nous essayons de faire cela. Et c'est ça qui fait qu'on a la compétition de ces grandes chaînes partout où nous sommes. Et donc on n'abaisse pas les standards, on est au même standard. Par contre, on va faire en sorte qu'ils se sentent à Abidjan, qu'ils se sentent à Bamako, qu'ils se sentent à Dakar, ainsi de suite. L'hospitalité africaine. Exactement. Et nous voyons aujourd'hui d'ailleurs que beaucoup d'Africains qui voyagent beaucoup s'identifient à cela. Ils se disent, moi je vais chez Azalaï parce que je me sens en Afrique, je me sens chez moi. Alors, moi je ne suis plus un exécutif, je suis le PCA du groupe Azalaï. D'ailleurs, c'est le seul conseil d'administration dans lequel je siège. Et j'ai coutume de dire que pendant 40 ans, j'ai été dans le business. Et maintenant, je suis dans le business du giving back. C'est tout ce qui me reste à faire aujourd'hui, en attendant le grand voyage sans retour, et en priant le bon Dieu que ce soit encore très loin. Le plus loin possible. Voilà. Oui. Et c'est là qu'on a lancé la Fondation Azalaï, qui fait beaucoup d'activités dans différents domaines, y compris d'ailleurs l'aide aux jeunes entrepreneurs. Nous avons lancé à Dakar il n'y a pas longtemps la plateforme virtuelle de mentoring et de coaching qu'on a appelée Africa Virtual Leadership Academy. Et nous avons lancé récemment, effectivement ici, Azalaï Angels, qui sera doté d'un montant initial de 100 millions de francs CFA. Est-ce qu'on peut applaudir quand même, je veux dire. Et qui va effectivement aider des primo-entrepreneurs. Je veux poursuivre ce giving back en donnant quelque chose à la fois matériel, mais aussi et surtout immatériel. Parce que souvent, nos jeunes, ils ont l'envie, parfois ils ont la vision, ils ont cette passion-là, mais ils ne savent pas quoi faire ou comment faire. Et c'est ça qui nous différencie des autres continents. Moi qui ai étudié aux États-Unis, il ne se passait pas un mois sans qu'un entrepreneur vienne sur notre campus et nous parle d'un sujet. On a amené quelqu'un qui a fait sa carrière dans ça et qui venait sur le campus, qui faisait une sorte de CEO talk et on posait des questions, nous les étudiants. On n'a pas ça malheureusement en Afrique. C'est rare, oui, effectivement. On n'a pas ça en Afrique. D'ailleurs, je profite, si on est en ligne, lancer un appel aux entrepreneurs qui ont plus ou moins fini leur carrière comme moi, de ne pas rester dans leur coin à jouir du fruit de leur travail, ce qui est tout à fait leur droit, mais à partager leur parcours avec les jeunes. Personnellement, j'estime que dans ce dernier tiers de ma vie, ce qui me reste à faire, c'est justement de parler de mon parcours, des défis, de mes satisfactions, des problèmes, faire du plaidoyer auprès des gouvernants aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce poste de président du patronat malien. Quand on parle des États-Unis d'Amérique, première puissance au monde, ils ne sont pas première puissance parce qu'ils ont l'armée la plus puissante au monde. Hein. Ils sont puissants parce qu'ils ont l'économie la plus puissante au monde. C'est aussi simple que ça. Les 9 milliards d'êtres humains produisent chaque année 130 000 milliards de dollars de biens et services. Les Américains, eux seuls, en produisent le tiers, 35 000 milliards. Donc, ce plaidoyer, moi, je le fais quand je rencontre les chefs d'État, les ministres, avec ma casquette de président du patronat, en disant « faciliter la création d'entreprises dans nos pays ». Le rôle d'un État, c'est de réguler.
Donc, il faut mettre en place de la régulation, une justice impartiale, une visibilité sur les lois et règlements, former les jeunes à l'entrepreneuriat. Nous, on a mené un projet au patronat du Mali. Dans ce projet, on va commencer à parler d'entrepreneuriat dès le fondamental au Mali. Parce que quand je parle avec des jeunes qui sont à l'université au Mali, je leur dis, mais on vous a déjà parlé, c'est quoi une entreprise, quelles sont les fonctions? Ils me disent non. Je dis quoi? Vous êtes à l'université, on ne vous a jamais parlé d'entreprise. Donc, c'est ça aujourd'hui, ce qui me passionne, ce qui me fait lever tous les matins à 5 heures, c'est le giving back. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut applaudir? L'heure est venue peut-être pour nous, pendant l'entretien, de vous laisser discuter avec eux et puis vous allez répondre à leurs questions. Et dans le capital investissement, généralement, c'est un peu les premières barrières qu'on a. Parce que les entreprises n'ont pas forcément envie d'ouvrir leur capital, avoir d'autres personnes pour se développer et justement perdre leur business, comme on le dit. Vous qui l'avez fait, qui avez pu justement attirer ces capitaux-là, quelles leçons vous pouvez, on va dire, partager avec les acteurs ici pour justement les aider à ne pas avoir peur d'ouvrir leur capital et même attirer des collaborateurs externes? La réponse à votre question, quand est-ce qu'il faut s'ouvrir, c'est quand il y a un besoin. Il ne faut pas s'ouvrir pour s'ouvrir. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je peux faire ça? Si vous pouvez faire ça, oui, faites ça. Est-ce que si je ne peux pas faire ça, est-ce que si je les fais rentrer, je vais continuer à développer mon groupe avec ma vision, avec mon ADN? Et surtout, quand ils vont sortir, est-ce que je suis capable de les sortir? Alors, je pose ces questions par rapport au... On a parlé d'une étude de marché. Comment un jeune qui n'a pas forcément les fonds peut aller faire une étude de marché pour son projet ainsi qu'un business plan? Merci. Question pertinente. Ben, on commence déjà par venir au CEO Talks. Parce que souvent aussi, les jeunes disent, oui, on ne dit rien, on ne comprend pas. Et puis, je suis désolé de le dire, mais ils passent beaucoup de temps sur TikTok au lieu de venir au CEO Talks. Je pense aussi qu'il y a quand même des écosystèmes dans la plupart de nos pays aujourd'hui où il y a des programmes pour aider les jeunes à financer des business plans, il y a des pitches de business plans, il y a aussi des bailleurs de fonds qui essayent de faire cela. Personnellement, il me semble qu'un jeune qui veut vraiment valider son idée a aujourd'hui une mine d'informations disponibles en ligne, peut-être dans les départements ministériels, peut-être dans les agences de promotion des investissements. Tous les pays en ont aujourd'hui, des agences de promotion des investissements, et participer à ce genre de fora où des entrepreneurs peuvent venir échanger avec les jeunes. Alors, si c'est le côté financier pour recruter un consultant, ça peut effectivement être un handicapant pour un jeune qui se lance. Et c'est là que le rôle du régulateur, notamment l'État, doit intervenir. Mon intervention est une question et en même temps vraiment plus un coup de gueule quelque part. Et j'ai constaté qu'aujourd'hui on manquait de banques. C'est peut-être un peu provocateur de dire ça, mais aujourd'hui vous avez besoin de 100 millions. On vous demande d'avoir 200 millions en banque pour pouvoir vous prêter 100 millions. Ce qui est complètement absurde. Et je pense qu'on est en train de louper un coche qui est un coche numérique justement, qui est un coche qui de toutes les façons dans le monde entier a du mal à être financé. Parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, que les banquiers traditionnels ne maîtrisent pas. Et donc aujourd'hui, on a peut-être une fenêtre très importante avec les incubateurs qui sont présents et les structures justement pour lever des fonds. Elle a touché du doigt un problème crucial sur le continent, le sous-financement du continent africain. Vous allez dans une banque classique, vous voulez 100 millions, on vous demande 200 millions, on vous demande la couleur de peau de votre grand-père, tellement il y a des conditionnalités, des restrictions. Voilà, donc c'est vraiment un point très, très pertinent et on peut le régler de quelle façon. Donc il faut que les institutions jouent leur rôle, il faut que nos États puissent dire on ne peut pas appliquer des normes qui ont été conçues pour des économies matures et développées, alors que nous sommes en voie de développement.
Et puis, il faut aussi que l'épargne collectée puisse aller vers le financement des entreprises, surtout des petites entreprises. Un entrepreneur qui commence, c'est très difficile de se faire financer. Donc, je prends la parole, en fait. C'est une contribution, déjà, pour remercier déjà le président Beaucoup de Mali. contributions, d'accord. Mais c'est surtout que, aujourd'hui, je pense que le chaînon manquant, et il faut quand même le dire à tous nos jeunes frères et jeunes sœurs entrepreneurs, c'est la structuration. Et il faut que les entrepreneurs veuillent se faire accompagner. Alors, ma question, c'est de savoir quel est le meilleur modèle hôtelier pour des Africains. Je pose la question parce que nous sommes un petit groupe hôtelier. Nous avons à peu près 300 clés. Vous avez 300 clés ici, en Côte d'Ivoire, et vous gérez vous-même. D'accord. Donc, le modèle qui peut s'appliquer à vous, c'est peut-être de créer une société de patrimoine où vous mettez tous les biens immobiliers. Et là, vous pouvez attirer des investisseurs tels que la CNPS et tout cela. Et ça vous permet de dégager du cash et créer une autre société qui va gérer ces biens-là. Juste un petit commentaire par rapport au financement. C'est un problème que même un pays développé comme la France a réglé il n'y a pas longtemps. Ils ont créé la BPI, qui est une banque publique avec des fonds publics et qui a une volonté politique justement de soutenir ces jeunes qui ont des idées, qui ont de l'énergie, mais qui ne peuvent pas se faire financer. Donc, ce n'est pas un problème uniquement africain. J'ai une seule question c'était quoi le plus grand apprentissage que vous avez eu dans les 40 dernières ans et qui sera probablement le plus utile à nous partager? C'est toujours une question très difficile à répondre parce qu'il y a tellement de choses que j'ai apprises pendant ces 40 ans. Mais clairement, si je devais choisir, ce serait la patience. Oui, vraiment. Un entrepreneur qui n'est pas patient ne peut pas réussir. La grande leçon que j'ai tirée, c'est qu'en réalité, sur ce chemin-là, vous êtes toujours mis à l'épreuve. Le conseil que je donne à tous ceux qui veulent ou qui sont déjà dans ce parcours-là, c'est qu'il faut être très résilient et très patient pour réussir ce parcours-là. Monsieur le Président, est-ce qu'il faut t'associer avec ceux qui ont déjà l'entreprise, qui ont déjà entrepris, ou bien il faut, tout à l'heure vous avez dit, il faut des associés, ou bien il faut aller chercher d'autres jeunes pour venir entreprendre? Merci beaucoup. C'est un constat fait dans tous nos pays et surtout dans les pays francophones. Les anglophones sont beaucoup plus business-oriented que les francophones. Ma suggestion, c'est que vous organisez un CEO Talk avec un banquier et puis vous le cuisinez pendant le CEO Talk. Ils ne viendront pas alors. Parce que c'est un réel souci, et peut-être même appeler des gens de la BCEAO, où le manque de financement est un véritable frein à l'entrepreneuriat en Afrique, surtout en Afrique francophone. Un véritable frein, et tant qu'on ne va pas le régler, je suis d'accord avec vous, ça va être impossible. Moi, je dis, dans nos pays africains, on doit exiger de tous les gouvernements qui décrètent que chaque enfant aura minimum 9 ans d'éducation gratuite et de très bonne qualité. Et pas dans des classes où il y a 150 enfants. Aucun enseignant ne peut bien éduquer un enfant qui est parmi 150. Et on met le budget qu'il faut. Et puis pour tout le reste, là, on met à fond les budgets sur la formation technique, professionnelle et scientifique. Si on fait ça pendant une génération, 25 ans, ça va changer la face de nos pays. Je pense qu'on va applaudir. Merci. Mon mot de fin, c'est d'abord des remerciements. J'ai beaucoup aimé échanger avec vous et de dire à tous ceux qui veulent embrasser ce parcours entrepreneurial que c'est un parcours certes difficile, qui vous met à l'épreuve, mais c'est un parcours très noble parce que vous créez et vous partagez. Et le sens même de la vie, c'est ça, c'est de partager. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va se tenir debout pour les photos. On va se tenir debout pour la photo finale. Merci pour ce moment stimulant, galvanisant, riche d'enseignements. Merci à Moussa Lekbali